Parfait. Bonjour et merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour participer à cette webconférence sur le thème de recruter et intégrer un collaborateur à l'international dans un contexte particulièrement compliqué depuis plusieurs années pour différentes raisons que nous allons évoquer. Euh, donc cette webconférence s'inscrit dans la semaine RH internationale. Donc c'est un événement officiel au niveau international et Salvéo Group Adit a organisé plusieurs événements, dont cette webconférence aujourd'hui. Nous avons identifié 4 raisons principales qui rendent le marché de l'emploi, le recrutement, l'intégration de collaborateurs compliqué. Pour cela en France, on entend tous les jours dans les médias des chefs d'entreprise qui disent qu'ils sont obligés de refuser les commandes parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Donc, c'est quand même assez inédit dans l'histoire. Mais c'est le cas également à l'international. Donc, nous avons identifié 4 facteurs essentiels. Le premier, la pénurie de main-d'œuvre. Qualifiés ou spécifiques. On pense notamment au métier de l'informatique, aux développeurs, donc toute la sphère IT. Les transports routiers, on va pouvoir l'illustrer aujourd'hui. Le deuxième facteur est le taux de chômage qui, dans de nombreux pays, n'a jamais été aussi faible, voire résiduel. Vous avez des pays comme les États-Unis, le Japon, l'Allemagne qui ont un taux de chômage historiquement bas de 3 à 4%. L'autre raison, donc des frontières fermées, alors essentiellement toujours pour des raisons sanitaires, donc essentiellement en Asie, dont la Chine, que nous allons pouvoir illustrer aujourd'hui, et le Japon. Enfin, bizarrement également, à l'opposé, des pays à forte population, où il y a une très grande main-d'œuvre, très grand nombre de main-d'œuvre, et il est difficile, permettez-moi l'expression, de trier le grain de livret. C'est-à-dire, vous postez une annonce, vous allez recevoir des centaines, des milliers de candidatures, et il va être compliqué de trier et de qualifier ces candidatures. Je pense à des pays continents comme l'Inde, ou des grands pays comme le Mexique, des pays comme le Maghreb avec une forte population jeune et de plus en plus qualifiée. Donc dans ces pays, donc quelques exemples bien évidemment, ce qui rend actuellement difficile le recrutement à distance de France, c'est de effectivement comprendre les spécificités de ces marchés. Donc voilà, pour les quelques personnes qui viennent juste de nous rejoindre, nous sommes toujours dans l'introduction. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer les 4 facteurs essentiels qui bloquent l'embauche et l'intégration de collaborateurs à l'international. Nous avons décidé de le faire de façon très concrète, avec des témoignages donc réels, récents, qui vont illustrer la façon dont des clients, des partenaires ont mis en place des solutions pour contourner ces difficultés. Donc, il y aura le premier témoignage de Lucie Repolt, qui est la directrice des ressources humaines des transports Maufrais. Donc, elle parlera d'un exemple en Pologne et d'une innovation en France pour attirer les talents. Et le deuxième témoignage sera celui de Claudia Wang, qui est la responsable opération Business Development de Salvéo en Chine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis en charge des solutions RH internationales au sein du groupe Salvéo Adit. Donc, nous sommes un cabinet d'appui au développement à l'international des entreprises. Donc, je coordonne la filière des solutions RH à l'international, comme le recrutement, le portage salarial, l'accompagnement de VIE, le coaching, formation interculturelle ou la mise à disposition de forces commerciales externalisées dans nos 45 filiales et d'autres solutions, bien évidemment. Les autres départements de Salvéo étant plus axés sur la stratégie, l'approche de marché, l'implantation, l'identification de partenaires. Tout au long de ce webinaire qui va durer environ 45 minutes, pour une fluidité de communication, nous avons coupé les micros. Vous pouvez lever la main ou communiquer via la conversation, le chat sur le côté, en posant vos questions. Notre modérateur Aurélien les posera soit au fur et à mesure ou sans doute plutôt à la fin pour
pour que ce soit plus fluide pour tout le monde. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Lucie Repolt pour qu'elle nous donne ses pratiques récentes et comment elle a réussi à trouver des solutions pour recruter en Allemagne et en France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc avant de commencer, quelques mots. Je vais me présenter. Lucie Repolt, je suis DRH au sein du groupe Maufray. Donc le groupe Maufray, on est un groupe de transport. C'est un groupe familial qui existe en fait depuis 1964. On travaille aussi bien donc en transport et en logistique, mais on va dire notre cœur de métier, enfin notre activité principale donc reste principalement donc le transport. On a 50 filiales avec un maillage complet du territoire français et on a 2 filiales à l'international, une au Luxembourg, une autre en Pologne. Et puis, en termes, on va dire, de spécificité, on a un centre de formation donc intégré donc depuis plus de 20 ans et on vient tout juste en fait de faire l'inauguration d'un centre élargi donc de formation, la Maufray Academy, puisque depuis plusieurs années on connaît donc une grande pénurie en fait de conducteurs. Donc voilà, donc on est organisé en 5 régions. On a plus de 20% donc de croissance annuelle et en termes d'effectifs, on est 4280 collaborateurs à date. Donc ces derniers temps, donc pour notre filiale polonaise, on avait un besoin de recrutement et c'est dans ce cadre-là donc on a fait appel au service donc de Salveo. On recherchait un poste donc de directeur de filiale, directeur donc de filiale de transport et c'est de ça que je vais vous parler donc aujourd'hui. Donc un contexte particulier, hein, donc contexte, comme je le disais en préambule, contexte donc de transport avec des difficultés en fait de recrutement, on va dire à tous les niveaux. Et puis donc pour poser un peu des éléments en fait de contexte un peu plus précis, il faut dire que au sein du groupe, on est présent donc en France donc depuis 1964 et on a encore peu de culture internationale. Néanmoins, donc notre filiale en polonaise donc existe donc depuis 2005 et puis donc on avait donc ce besoin donc de recrutement donc d'un directeur de centre de profit avec comme critère on voulait donc forcément quelqu'un de local, donc un Polonais parlant français dans ce contexte en fait d'un groupe à majorité française et puis très peu anglophone avec une majorité de salariés du siège qui ne parlent pas ou très peu en fait l'anglais et donc on recherchait donc aussi bien donc la compétence métier donc une bonne connaissance en fait du transport un profil de commercial également hein, puisque un directeur de centre de profit doit également donc développer donc le business le management puisque notre filiale donc en Pologne c'est 70 personnes et puis un certain nombre d'années d'expérience dans ce domaine-là et également une proximité géographique donc par rapport au lieu de travail. Et puis en plus de tout, donc la cerise sur le gâteau, donc on voulait un bon niveau de français. Donc dès le début, en fait, Valérie nous avait expliqué qu'on recherchait quand même un profil, on avait des exigences assez élevées avec beaucoup de critères et qu'à un moment donné, en fonction du nombre de candidatures qu'on aurait et puis des retours en fait de profil, il faudrait peut-être ajuster en fait notre recherche. En termes de constat, donc on a eu quand même un certain nombre en fait de candidatures. Néanmoins, on en a shortlisté peu puisqu'on avait un degré d'exigence assez élevé. Hein, c'est-à-dire que en étant très éloigné en fait de la Pologne, il fallait absolument qu'on ait quelqu'un en qui on ait confiance. Et donc du coup
on a shortlisté très peu de candidats. Au final, donc on a, sur l'ensemble des candidats présentés, on a retenu donc 3 candidats, dont 2 parlaient le français et dont un ne parlait pas du tout français. On s'est laissé en fait à un moment donné cette piste-là, puisqu'on ne voulait pas non plus avoir à choisir en fait. On ne voulait pas que le français soit le critère qui soit prédominant, parce que derrière il y avait quand même le souci en fait de laisser notre filiale en Pologne à quelqu'un qui doit quand même être on va dire multi-compétences. Donc au final, donc on a dû adapter en fait tout au long en fait de notre recrutement. On a dû en fait s'adapter, notamment adapter notre process en fait de recrutement, puisqu'au départ en fait on n'avait pas du tout prévu en fait de rencontrer des candidats non francophones. Donc la première étape, donc on s'est rendu donc en Pologne avec donc le directeur de région donc concerné par le besoin en recrutement. On a préparé donc l'entretien en anglais avec le candidat non francophone. Et puis au final, ce qui s'est avéré, c'est que sur les 3 candidats en fait rencontrés, on avait une préférence dès le départ pour le candidat non francophone. Sauf que, alors ça, on l'avait prévu dans un premier temps en fait du recrutement, mais ce qu'on n'avait pas en fait prévu, c'est qu'il fallait après convaincre en interne. Hein. Je vous ai dit en préambule qu'on était dans un groupe très très français, très implanté en fait en France, et avec uniquement 2 filiales en fait à l'étranger. En plus, donc notre siège est dans les Vosges, donc on a vraiment une culture locale très empreinte. Donc on n'avait pas en fait on n'avait pas vraiment prévu en fait, et on n'avait pas vraiment informé de notre démarche d'ouverture en fait à des candidats en fait anglophones. On en avait touché 2 mots, mais on avait bien compris au départ que notre direction n'était pas forcément ouverte à cette option. Néanmoins, en fait, avec le directeur de région, donc on allait jusqu'au bout en fait de la démarche en informant et en essayant d'être suffisamment convaincant pour que notre direction puisse également rencontrer en fait ce candidat présélectionné, malgré en fait le fait qu'il ne parlait pas français. Donc le deuxième entretien, donc on a sur les 3 de mémoire, on avait rencontré on a rencontré 4 candidats en fait en Pologne. Je sais même plus, Valérie, si c'était 3 ou 4. Bref, donc on en a rencontré 3 ou 4. On en a présélectionné en fait 2 qui sont venus en fait en France. Le candidat donc non francophone et un autre donc qui parlait donc le français. Pour le candidat en fait qui ne parlait pas le français, donc on a organisé en fait, on a dû trouver donc un interprète, quelqu'un qui soit en capacité en fait de faire la traduction pour cet entretien donc avec notre direction, donc avec notre président et puis directeur général des opérations. Ce qui en soi n'était pas forcément facile, parce que même si vous trouvez en fait quelqu'un d'un bon niveau en fait d'anglais, il y a toujours un peu, la personne qui a fait la traduction n'était pas un spécialiste en fait du recrutement. C'est quelqu'un qui maîtrisait bien l'anglais, mais qui n'avait pas toute la maîtrise de notre vocabulaire technique. Et puis comme dans tout métier, en fait, il y a un vocabulaire technique. Donc il y a quand même en fait dans cette phase d'entretien, il y a eu quand même une phase un peu voilà, il y a une partie d'énergie et de précision en fait dans les mots qui s'est forcément un peu perdu. Avec un petit épisode, si je puis me permettre, je devais effectivement, et j'en suis désolée, être présente pour cette traduction, et la Covid m'a rattrapée. Mais oui, c'est vrai qu'on a dû trouver le traducteur un peu 2 jours, on va dire 2 ou 3 jours avant le jour J. Néanmoins, voilà, on a réussi malgré en fait cette contrainte technique, cette contrainte de langue, à mener en fait le process de recrutement. Ce qu'on avait également fait ce jour-là, c'est-à-dire que quitte à déplacer en fait des candidats de Pologne, autant passer aussi du temps aussi avec eux et puis leur montrer l'envergure du groupe en France, hein, puisque la filiale en fait notre filiale en Pologne, finalement ça représente
être 70 personnes, alors que quand on vient sur le siège, on a, voilà, on va dire tous les services en fait annexes. On a la plus grosse filiale du groupe juste à côté. On avait donc notre centre de formation, enfin notre académie, donc était en plein travaux. Donc voilà, donc on a profité aussi de ce déplacement en fait des candidats pour leur montrer en fait l'échelle en fait du groupe et la réelle dimension en fait du groupe avec l'organisation en fait de toute une visite dans l'entreprise au sein donc des différents services, que ce soit en fait nos ateliers, notre exploitation, le chantier de notre académie. Donc voilà, donc on a profité aussi de ce process en fait, de ce second entretien pour leur donner aussi un visu en fait de la réalité du groupe en France. Je me permets de vous interrompre quelques instants. Lucie, c'est très important ce que vous dites et c'est une recommandation. Si vous recrutez à l'international, faites venir votre candidat au moment des entretiens. C'est extrêmement rassurant pour lui de voir concrètement l'entreprise. Donc, c'est ça qui va vendre votre société. Il se sent pleinement intégré également dans la société et il pourra prendre sa décision de vous rejoindre de façon plus sécurisée. Et ce qui est important aussi, c'est de dire qu'en Pologne, on est très peu connu aussi. Donc, déjà que, enfin, ça a été quand même assez compliqué de trouver en fait le candidat, enfin en tout cas quelques candidats qui correspondent en fait à l'ensemble de nos critères, puisqu'on était quand même relativement exigeants. Mais néanmoins, en fait, en cas de choix entre plusieurs entreprises, c'était aussi mettre tous les atouts de notre côté et puis leur montrer la réelle dimension en fait, du groupe et des perspectives aussi de développement, ce qui n'était pas forcément très visible, en tout cas en restant en Pologne, quoi. Suite à donc une fois qu'on en était arrivé là, après ces entretiens, donc on a eu quand même quelques débats en fait, en interne, hein, clairement avec notre direction puisque, il y avait quand même si le candidat avait attiré, l'attention, parce qu'il avait un certain nombre de qualités et puis quand même d'atouts et de critères qui répondaient en fait au profil recherché, il parlait pas français et voilà et donc du coup, il y avait quand même cette réelle inquiétude de pas pouvoir en fait communiquer, avec lui et puis que les services du siège ne puissent pas communiquer en fait, avec lui. Néanmoins, en fait, après débat, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que on a eu donc à choisir entre 2 candidats. Les 2, en fait, avaient, une connaissance, transport. Néanmoins, en fait, en termes de savoir-être, de comportement et d'énergie, en fait, on a préféré donc, notre candidat, en fait, non francophone. Et on a réussi donc à convaincre notre direction de sauter le pas. Et donc, on a embauché en fait notre candidat non francophone. Alors, dès le départ, il a été convenu que on l'a fait même au moment où on a ouvert le critère de la langue. C'est-à-dire que dès le début, il a été convenu que OK, on était prêt en fait à l'embaucher, mais néanmoins, il s'engageait à apprendre le français dès son entrée dans l'entreprise. Ce qu'on a convenu, c'est de lui financer en fait ses cours de français. Et puis après, donc on a mis en place donc tout un accompagnement en fait tout au long de son intégration. Alors en plus, il arrivait dans un contexte un peu difficile, hein, difficile puisque voilà, notre filiale en Pologne avait quelques gros chantiers avec notamment en fait une nouvelle loi qui passait, avec pas mal d'impact en fait sur la gestion en fait des conducteurs et puis les coûts des conducteurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il est arrivé dans un contexte qui était difficile. Et donc, dans ce contexte difficile, à distance, et puis avec, sans parler en fait le français, avec
finalement potentiellement une difficulté supplémentaire pour pouvoir en fait collaborer avec les équipes en fait les équipes du siège et puis aussi la filiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre Pologne travaille beaucoup aussi avec une des filiales françaises. Donc voilà, donc la langue pouvait vraiment être une barrière. Donc ce qu'on a fait pour faciliter en fait son intégration, donc d'ores et déjà quand il est arrivé, donc on a lancé donc des cours de français. Il a eu donc un parcours d'intégration avec une immersion dans un premier temps donc en Pologne. Et puis après un mois ou un mois et demi en fait d'immersion en Pologne, donc déjà aussi on a envoyé une personne relais pour l'accompagner en fait au début, puisqu'on a une chef de projet qui aujourd'hui fait le lien entre la France et la Pologne et puis qui parle plusieurs langues et notamment qui parle aussi très bien anglais. Donc on l'a envoyé en fait, donc en soutien. Ce qui a facilité, on va dire, un peu ses débuts. Et puis après, donc, après un mois et demi en fait d'immersion en fait en Pologne, il est venu donc en intégration donc en France. Il a fallu c'était une intégration un petit peu particulière puisque habituellement nos salariés quand ils intègrent d'autres salariés, ne se posent jamais en fait la question de la langue. Là, en l'occurrence, on a dû choisir des interlocuteurs soit qui étaient prêts en fait à retravailler un petit peu leur anglais ou alors prêts à se faire accompagner par quelqu'un en fait du service RH qu'on a mis à disposition pour traduire. Et puis finalement, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a peu de personnes qui ont fait recours en fait au service RH pour la traduction en fait de l'intégration. Et puis finalement, en fait, on a pas mal de personnes qui ont planché en fait sur leur vocabulaire technique et puis qu'on préparait en fait leur petite intégration donc avec notre nouveau collaborateur pour l'accueillir au mieux. Et d'ici aujourd'hui, m'avait dit l'histoire se finit bien puisque tout le monde maintenant parle anglais. Une grande partie des réunions se fait dans les deux langues. C'est ça la fin de la belle histoire? Alors, il ne faut peut-être pas non plus. Alors, ça a généré en fait, et je donnerai la parole à Benoît qui saura en témoigner plus que moi puisqu'il est aussi à l'initiative de ça. Donc, je lui donnerai la parole par après. Donc, de là à dire que tout le monde parle anglais, non, il ne faut pas pousser non plus. Néanmoins, on s'est aperçu que ce qui pouvait passer, enfin, ce qui pouvait être un frein en fait au départ, ne l'est pas, puisqu'en fait, devant le fait accompli, les salariés se sont dit non, si les autres y arrivent, je ne vois pas pourquoi en fait nous on n'y arriverait pas. Donc la plupart en fait des salariés se sont pris en main et puis ont rafraîchi un peu leur anglais. Après, il faut dire que le candidat en question a un anglais quand même très scolaire, très fluide, et puis c'est quelqu'un qui est très extraverti, donc il met à l'aise aussi tout de suite. Donc ça a aussi beaucoup facilité les échanges. Et puis donc ce qui s'est passé, c'est que donc Benoît Schindelé, donc notre directeur de la région concernée, a intégré donc le candidat, enfin, notre directeur de filiale dans ces réunions en fait de région qui habituellement sont 100% français puisqu'on a avec 100% de français. Et puis ce qu'ils ont décidé donc en réunion de région, c'est d'en faire une partie en français et une partie en anglais, de manière à ce que d'une part notre candidat polonais puisse apprendre le français et puis d'autre part nos salariés révisent leur anglais. Et au final, ça a généré en fait beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à tel point qu'on a des salariés qui nous ont demandé en fait d'organiser des cours d'anglais entre midi et deux. Voilà. Donc, ce qui pouvait en fait passer pour un frein en fait au départ n'en est pas un. Et donc bon, voilà, on a encore un peu de chemin à faire parce qu'on envisage d'aller davantage à l'international. Donc on va dire que c'est un premier pas en fait vers la suite. Mais voilà, donc on n'a aucun regret sur le choix du candidat et d'avoir un peu ouvert notre cadre de référence. Je pense que peut-être Benoît, en tant que manager direct et puis on va dire client principal du recrutement, tu peux peut-être témoigner de la dynamique que cette expérience a générée au sein de tes équipes. Bonjour à tous. Oui, alors ce recrutement, c'est un vrai succès. Et effectivement, alors juste une précision, il faut quand même dire aussi, Lucie, que ce candidat, il cochait pas la case principale qui était le critère principal donné par notre président, notre directeur général, mais il cochait toutes les autres cases. C'est quand même primordial.
Et si je puis me permettre de compléter, les ingrédients de la recette, c'est aussi qu'il faut créer les conditions de la confiance. C'est-à-dire que c'est pas le tout de faire un choix. Après, il est quand même directeur d'un pays, avec un pays qui bouge beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a des choix stratégiques à faire, impacter, en lien avec les changements de législation, comment est-ce qu'on change les payes, comment est-ce qu'on adapte d'un point de vue comptabilité. Donc, au quotidien, quand il faut aller dans le détail pour prendre des décisions stratégiques, la barrière de la langue n'est pas simple. Donc, il faut, au préalable, vraiment créer un climat pour pouvoir fluidifier les échanges et arriver toujours à chaque fois quand il y a une décision à prendre, à le faire avec conviction, bienveillance et vraiment dans un bon climat. Et pour rebondir aussi sur les impacts, puisqu'effectivement, dans ma région, j'ai une partie internationale et une partie française. Et quand je réunis l'ensemble des managers, il est important que l'ensemble des managers puissent communiquer ensemble, ne serait-ce pour partager leur expérience, partager leurs difficultés et leurs différents plans d'action. Et oui, et là aussi, l'ingrédient de la recette, c'est oser créer les conditions pour que chaque salarié puisse oser s'exprimer, même s'il n'est pas fluent English, même s'il va faire des fautes, c'est pas grave, on se moquera surtout pas de lui, bien au contraire, bien au contraire. Et une fois que vous avez créé ces conditions sur allez-y, osez, jetez-vous, allez échanger, et après ça part tout seul, et c'est un vrai bonheur et c'est un vrai plaisir à vivre et à entendre. Très beau témoignage, je vous remercie tous les deux. On va passer au deuxième sujet, si vous le voulez, Lucie. Donc, c'est l'initiative, alors je ne sais pas si c'est Lucie ou Benoît qui veulent témoigner là-dessus, sur donc, la solution que vous avez trouvée en France pour attirer des chauffeurs, parce qu'il y a une véritable pénurie en Europe, de façon générale, de chauffeurs, et vous avez mis en place une solution innovante. Alors, je le disais tout à l'heure, en fait, en préambule, ça fait 25 ans qu'on dispose de notre organisme de formation intégrée, qui jusqu'à présent se nommait donc Transformation. Au sein de cet organisme de formation intégrée, on formait entre 50 et 60 conducteurs par an, et puis on faisait également en fait tout ce qui est renouvellement des formations obligatoires en fait à la conduite, notamment ce qu'on appelle les FCO. Il y a 25 ans, le groupe Maufrais avait déjà mis en place donc, son propre centre de formation intégrée, puisque il y a de ça plusieurs années, en fait, le service militaire a été aboli, et c'était un grand fournisseur de conducteurs routiers. Et puis, il y a de ça 25 ans, le marché commençait déjà à se tendre en matière de main-d'œuvre de conducteurs routiers. Ces dernières années, les choses ne se sont pas améliorées, et la pénurie a continué en fait de s'accentuer. Donc, notre dirigeant donc a souhaité élargir les compétences et l'envergure en fait de ce centre de formation intégré. Donc, on vient d'inaugurer, donc on a inauguré donc la semaine dernière ce qu'on appelle donc notre académie, la Maufrais Academy. Maufrais Academy, c'est l'extension en fait de notre précédent centre de formation. Donc, on est en capacité de former donc des conducteurs routiers de A à Z par biais donc de titres professionnels. On souhaite former 200 conducteurs par an. Et puis en parallèle, on a ouvert donc de nouveaux cursus puisqu'on a également des difficultés de recrutement sur les métiers donc de mécaniciens poids lourds et puis d'exploitants. Exploitants, ce sont les personnes qui gèrent en fait toute l'organisation et les plannings en fait de nos conducteurs. Donc on a 2 TP là, 2 promos qui commenceront donc à la rentrée. La partie mécanique, c'est un TP donc de niveau CAP. La partie exploitation, c'est un titre professionnel en fait de niveau Bac+2. Donc, on a créé carrément un vrai lieu de vie. Hein. C'est un campus en fait sur
7000 hectares. Quand je parle d'un lieu de vie, c'est-à-dire qu'au-delà en fait, des salles de formation, donc on a 15 salles de formation donc, qui sont dédiées donc, à ces différents cursus. On a des hébergements qui sont prévus donc, pour attirer en fait, des candidats de toute la France, avec des loyers en fait, attractifs, puisqu'on est sur un système en fait, de foyers de jeunes travailleurs. Donc en fait, on a 82 logements avec des loyers qui vont osciller entre 80 et 120 euros par mois sur des petites chambres ou des petits appartements. Hein. Donc au-delà en fait, de ces 82 logements, donc on a un amphithéâtre, 15 salles de formation, on a une salle de sport. On a une crèche et on a également donc, un restaurant d'entreprise. Et puis, on a cette piste aussi de main-d'œuvre pour nos poids lourds. Le but, en fait, c'est de pouvoir en fait, attirer des candidats sur l'ensemble en fait, du territoire avec on a essayé de penser en fait à tout de manière en fait si on attire en fait des femmes qu'on puisse en fait leur proposer la solution de garde. Si on attire aussi toute la France, donc ça veut dire que les jeunes ne vont pas forcément, enfin nos stagiaires vont pas forcément rentrer chez eux en fait le week-end, donc il faut qu'ils puissent s'occuper, hein, parce qu'on n'est pas non plus dans une grande ville, donc c'est pour ça qu'il y a la salle de sport. Voilà, donc vraiment on a essayé en fait de penser à tout, et puis aussi l'idée en fait derrière, c'était de se dire que on a déjà essayé de travailler en fait avec des organismes de formation déportés, et malheureusement ça ne marche pas toujours, puisque ce qu'on souhaitait aussi, ce que souhaitait notre dirigeant, c'était de pouvoir transmettre les valeurs et l'ADN en fait, l'ADN du groupe, et finalement quand on va suivre en fait une formation en fait de conducteur routier dans un autre organisme de formation, on ne va pas former en fait à l'ADN et aux valeurs Maufrais. Donc les faire venir en fait chez nous, à côté de notre siège, au plus proche en fait de nos racines historiques, c'était aussi sortir en fait les candidats de leur environnement habituel, et puis les amener en fait dans un cadre de vie particulier, au plus près en fait des valeurs de la maison mère, quoi. Et au-delà, en fait, je me permets, pardon, Lucie, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site LinkedIn de Maufrais, puisqu'ils viennent d'inaugurer l'Académie Maufrais. Vous verrez la présentation de tout ce que vient de dire Lucie. Et pour compléter aussi, donc au-delà en fait, hein, la vocation de l'académie, c'est d'aller chercher des candidats, de les attirer en fait chez nous, hein, puisque les locaux sont vraiment en fait avec des matériaux de qualité. On se croirait dans une école de commerce, c'est sans exagérer que je vous dis ça. Mais au-delà en fait d'aller attirer des candidats en fait chez nous, et de pouvoir former demain des conducteurs, des mécaniciens, des exploitants, c'est aussi en fait un outil à disposition en fait de nos salariés, pour les faire en fait évoluer tout au long de leur carrière et de leur cursus professionnel. Et l'objectif aussi de ce lieu, c'est que ce soit un lieu de rencontre, quelle que soit la fonction occupée en fait dans l'entreprise, et que tout le monde se côtoie, quel que soit en fait le poste occupé dans l'entreprise, que ce soit en fait des exploitants, des conducteurs, des mécaniciens, des cadres de différents services. Voilà, le but, c'est que ce soit un lieu en fait d'échange et de rencontre. Parfait, merci beaucoup pour ces témoignages, Lucie, donc très, très différents, hein, un témoignage pays et l'importance de vraiment pas se cristalliser sur le critère de la langue et du français. C'est souvent un réflexe des PME ETI françaises. Et deuxième témoignage, en France, mais qui peut être réplicable ailleurs, il faut savoir attirer, pour attirer les talents, il faut être innovant, il faut proposer d'autres services qui peuvent desservir, qui peuvent plus attirer les jeunes, ou là, bon, en l'occurrence, vous parliez de femmes, enfin bref, s'adapter au public que vous visez. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer maintenant au témoignage de ma collègue parfaitement francophone. Vous allez voir Claudia Wang, puisqu'on parlait de langue, donc qui est Business Development Manager de notre filiale en Chine, et qui va nous donner
des conseils, des expériences pour faciliter vos recrutements en Chine, alors d'autant plus qu'en ce moment le pays est complètement fermé, voire même, on compatit, Claudia, je cherche le mot, un confinement, pardon, c'est un mot qu'on voulait oublier en France, un confinement assez strict. Je te donne la parole. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. C'est vrai que je suis actuellement confinée chez moi et c'est déjà le 49e jour que je ne peux pas sortir de chez moi. Je suis confinée dans mon appart à Shanghai et c'est tout ce qui se passe actuellement pour la plupart de mes collègues à Shanghai. Voilà, donc je m'appelle Claudia Wang et je suis la directrice pour les opérations en fait pour la filiale chinoise du groupe Salveo. Et voilà, donc je suis très contente d'être ici là aujourd'hui pour partager avec vous quelques constats sur les différences interculturelles sino-françaises et quelques petits conseils pour une meilleure intégration. Alors, je vais d'abord commencer par une très brève présentation de moi-même. Alors, j'ai commencé à apprendre le français lors de ma deuxième année universitaire quand j'étais en Chine. Et alors, à l'époque, j'étais spécialisée en anglais des affaires internationales. Et puis après, je suis partie en France. J'ai passé 4 ans à Toulouse et 1 an à Bruxelles, donc pendant lesquels j'ai pu réussir mes masters, mes études master. J'ai fait plein de petits boulots aussi à côté. J'ai fait des stages aussi. J'ai eu la chance aussi d'exercer ma première expérience professionnelle à Bruxelles à l'époque. Et depuis, je suis rentrée en Chine. Je suis retournée à Shanghai et jusqu'à maintenant, je suis toujours entourée dans un environnement professionnelle sino-française et donc où je suis amenée tout le temps à constater les différents comportements de mes collègues français et chinois et de réfléchir pourquoi les gens peuvent réagir différemment par rapport à la même situation et comment on peut travailler mieux ensemble. Donc l'idée, c'est je ne vais pas faire des généralisations ou caricatures, hein, c'est juste pour vous donner quelques pistes de réflexion alors qui peut vous aider à mieux comprendre les différences entre deux cultures. Alors, je peux passer, Aurélien, tu peux passer la slide suivante. Et donc, je vais commencer d'abord de lister quelques différences interculturelles entre nous. Donc, première différence que j'ai pu constater, c'est la façon différente de penser. Alors que, comme vous le savez, hein, la culture chinoise est beaucoup influencée par la théorie, par la philosophie de Confuciusme. Alors que dans le Confuciusme, on a un standard de jugement de vertu le plus important, alors qu'on l'appelle Zhongyong en chinois. Donc, c'est les deux mots là à gauche qui est écrit là de haut en bas. Donc, Zhong, ça veut dire au milieu et Yong, ça veut dire ordinaire. Donc, ensemble, traduit en anglais, c'est Doctrine of Mean et en français, j'ai trouvé sur Internet, ça c'est traduit comme le juste au milieu. Alors, donc, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la philosophie chinoise, le meilleur statut, état de savoir-être, c'est le juste milieu. C'est de ne pas réagir trop, être trop extrême et de ne pas être pas assez non plus. Donc, ça peut être illustré dans une classe, par exemple, chinoise. Et souvent, les étudiants, les meilleurs étudiants que le professeur considère, ce sont ceux qui suivent tout le temps la directive du professeur, qui ne cherchent jamais des problèmes. Alors là, ces groupes de personnes sont considérés souvent comme les étudiants qui sont très bien. Alors, au contraire, je trouve que parmi mes collègues français, je trouve que vous cherchez, la plupart d'entre vous, cherchez la plupart du temps être différentes l'un et l'autre. Ça peut être voir dans tous les aspects, les détails de votre vie quotidienne. Alors, si je me souviens bien, lors de l'époque avant le Covid, je pouvais voyager toujours à l'international quand je prenais l'avion. Les expériences les plus impressionnantes avec toutes les compagnies aériennes voilà, que je me souviens, c'est celle avec Air France. Donc, je suis impressionnée non seulement par le champagne, le vin servi au cours du trajet, mais aussi par le petit film d'annonce là, que la société a fait. C'était très mignon et je me rappelle très bien. Je pense que ça amène non seulement très bien tous les enseignements de consignes et de sécurité, et ça fait aussi une parfaite promotion pour votre pays et votre culture. Alors, donc ça, c'est ce qui vient dans ma tête premièrement.
Alors, donc, deuxième différence, on peut passer à la slide suivante. Et c'est la façon différente de parler. Alors, quand vous voyez que quand les Chinois parlent dans une ambiance ou une circonstance très officielle, on fait on fait très attention aux mots à choisir, au ton à opter et à l'émotion à montrer. Parce que pourquoi? Les Chinois, on essaye de tout faire, tout mettre en place pour éviter le potentiel conflit direct avec notre interlocuteur. Donc en Chine, on a un proverbe qui dit que le silence est or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, rien parler fait plus de sens que tout parler. Donc, ça peut aussi être illustré quand vous faites une négociation avec une délégation chinoise, par exemple. Vous allez voir que souvent, la personne qui parle plus, c'est l'assistant. Alors, c'est seconde main. Et la personne qui, pour la plupart du temps, qui se tient silencieux, c'est le grand boss. Et pourquoi? Parce que les Chinois, on pense que souvent, les paroles rares sont très appréciées. C'est un peu comme le même principe comme ceux qui sont rares, plus chers, sont les plus chers. On a plein de proverbes qui illustrent ça, qui parlent de ça. Par exemple, on a aussi un proverbe qui dit «此处无声胜有声». Ça veut dire que ici, le silence est plus fort que le bruit. Alors qu'au contraire, hein, je trouve mes collègues français, alors avec tout ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait mes études à l'époque en France et aussi aujourd'hui chez Salveo, hein, on a une entreprise, une filiale francophone. Je trouve que votre culture est basée sur une culture de débat. On voit tout dans votre système de politique, de social, que vous êtes imprégné de plein de débats et de polémiques. Donc, vous n'arrêtez pas à se disputer et se défendre. Donc, du coup, je trouve que c'est quand même très courageux et vous n'avez pas de peur de contredire aux autres. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de honte. Et même si l'autre personne est votre supérieur ou collègue. Donc voilà, ça c'est aussi une de différence sur la façon de comporter que j'ai pu constater. Alors, donc, troisième différence. Alors, troisième différence, c'est la façon de faire. Alors, donc, les Chinois, si je me rappelle bien, dans l'année 1978, quand la Chine a décidé officiellement d'ouvrir les portes pour faire les échanges avec les pays étrangers, et notre président à l'époque, c'était président Deng Xiaoping. Il a sorti encore une fois sa fameuse métaphore qui s'appelle la théorie du chat. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, cette théorie? Il s'est dit, peu importe le chat soit noir ou blanc, si il rattrape la souris, c'est un bon chat. Alors, donc du coup, vous voyez sur quel degré que ça met l'importance sur le résultat au lieu de process. Donc aujourd'hui, on voit que depuis quelques années, hein, la Chine a pu faire un grand effort, un grand progrès sur le podium économique international. Mais quand même, ce pragmatisme de la théorie du chat a aussi devenu un trait qui caractérise les comportements des Chinois. Alors que quand j'interviens dans les projets, que je travaille avec mes collègues français, mes clients français, je trouve que vous apportez beaucoup d'importance sur le process et la méthodologie. Pour vous, le business, le process et le management, c'est quelque chose qui sont entreliés ensemble. Donc, chaque fois quand je rentre dans une réunion de lancement, tout de suite, ce qui intéresse mon client, je trouve, c'est la méthodologie. Donc, du coup, pour vous, je pense que vous avez compris parfaitement que pour avoir un bon résultat, la bonne méthodologie, c'est une condition nécessaire et obligatoire. Mais pour nous, alors que le résultat, c'est la seule chose qui compte. Donc, quand je travaille dans les projets d'audit RH avec les salariés chinois pour les filiales en fait chinoises pour les sociétés françaises, souvent les collègues chinois se plaignent alors que le siège impose trop de procédures pour le reporting et c'est tellement inutile alors que tant qu'on peut faire un bon travail, pourquoi passer beaucoup de temps pour faire du reporting? Donc ça, c'est aussi une différence que j'ai pu constater.
Voilà, ok. Donc, du coup, ensuite, j'essaie de lister quelques petits conseils et on peut passer à la page suivante. Alors, donc, du coup, quelques petits conseils, hein. Donc, comme tout à l'heure, Lucien et, voilà, et son directeur a dit, je pense qu'on peut commencer par la langue. La langue est très, très importante. C'est une manifestation de l'identité culturelle. Donc, je prends l'exemple de la filiale chinoise pour une société française en Chine. Donc, on a principalement trois choix. Donc, premier choix, c'est de parler en français. C'est le choix le plus facile pour vous parce que c'est votre langue maternelle. Et aussi, ça peut refléter parfaitement l'identité de la société mère, ce qui est en Chine, en général, très apprécié. On aime bien la culture française, on apprécie très bien. Mais pourtant, ça peut créer une sorte d'isolement et un sens d'infériorité parmi les collègues qui ne parlent pas. Imaginons souvent quand je rentre dans une réunion professionnelle ou une soirée ou une activité informelle. Il y a des Français, il y a des francophones qui sont majoritaires. Donc au début, avec les Chinois, on essaye de commencer de parler en anglais, mais petit à petit, les Français toujours inconsciemment vous commencez à parler français entre vous. Donc, petit à petit, ça divise le groupe en deux, c'est-à-dire le chinois qui parle chinois à leur côté et les Français qui parlent français. Alors qu'initialement, la réunion est censée être une initiative pour réunir à tout le monde, échanger, pour faire parler tout le monde. Alors, je trouve que c'est quand même dommage. Donc, en plus, si souvent notre client français impose lors du projet de recrutement de trouver une ou un francophone en Chine, sachant que c'est quand même une langue pour nous, là, parlée minoritairement, donc ça complique le process de recrutement. Donc, deuxième choix, c'est de communiquer en chinois. Alors, j'avoue que c'est très difficile. Depuis mes vécus avec les Français, je trouve que rarement, je trouve quand même, j'ai vu quelques expatriés qui arrivent à parler chinois couramment, mais ça reste quand même très, très, très rare. Et donc, aussi en termes de partage documentaire à l'écrit, à l'oral, c'est quasiment impossible pour communiquer avec le siège. Mais quand même, j'insiste l'importance de former les expatriés, vos expatriés français. Si vous décidez de les envoyer en Chine, il faut quand même former une base sur la langue chinoise pour lui familiariser un peu la culture chinoise. Alors, donc, je pense que le meilleur choix, c'est de communiquer en anglais. C'est le choix le plus évident et le plus efficace. Et c'est une langue parlée aujourd'hui par la plupart du monde au milieu professionnel. Et ça facilite les échanges à l'écrit, à l'oral et épargne beaucoup de travail de traduction. Et aussi, quand les Français parlent une langue qui n'est pas votre langue maternelle, et les Chinois aussi, ça peut rapprocher notre distance. Et ça encourage aussi la participation de collègues locaux au process de décision du siège. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le petit conseil de parler. Essayer de parler en anglais, parler en anglais dans la société. Donc, deuxième, est-ce qu'on peut passer à la slide prochaine? Alors, deuxième petit conseil, c'est que je pense que si une société a une ambition de se développer à l'international, de répandre votre activités en fait dans d'autres pays, il faut commencer à forger une conscience interculturelle. Il faut d'abord commencer de développer une empathie pour d'autres cultures qui n'est pas le même que le nôtre et essayer de s'apprendre à respecter mutuellement, de ne pas s'imposer notre standard de jugement, notre valeur de jugement sur nos collègues qui viennent d'autres cultures. Et si possible, essayer d'intéresser un peu la culture locale et d'autrui. Et lors des accords ou des conflits, savoir montrer la flexibilité et aussi prendre le recul. Donc, lorsque je prépare cette petite présentation, j'ai fait une petite recherche là sur Internet. Donc, le mot collègue en français, je trouve que ça vient du latin collega, donc composé de préfixe con, qui veut dire avec, et l'écho, ça veut dire choisir et lire. Donc, ça tombe, c'est une grande surprise que je trouve que par hasard, le mot 同事 en chinois
est composé de la même manière, presque quasiment de la même manière. Ça veut dire premier caractère tronc, ça veut dire co, ensemble. Et shi, ça veut dire faire. Donc, ça peut montrer à tel degré qu'on peut être similaire malgré les langues parlées différentes. Donc, ici, il n'y a pas de culture inférieure ou supérieure. Je pense qu'on est tous ici pour chercher un terrain d'entente tout en réservant nos différences culturelles. Et troisième petit conseil que je pourrais lister. Alors, on peut passer la slide suivante, s'il te plaît. Alors, c'est que je pense que essayer d'organiser plus de sorties, plus d'activités informelles parmi nos collègues de différentes cultures. Si vous me posez les questions, quel est le moment le plus inoubliable ou remarquable lorsque les expériences professionnelles passées, ce qui me revient tout de suite dans ma tête, ce sont les sorties informelles avec mes collègues à l'époque. Par exemple, à Bruxelles, je me rappelle chaque jeudi soir, après le travail, avec les collègues, on sort dans le petit restaurant, petit bar, on prend un verre, on s'amuse, on mange ensemble. Et aussi en France, quand je faisais mon stage à l'époque chez Airbus à Toulouse, le moment le plus drôle que j'ai pu me souvenir, c'était les moments de pause de café avec les stagiaires, avec les collègues. Et celui de chez Salveo, c'est avant le Covid, on a pu, avec les collègues chinoises locaux, on a pu organiser une sortie annuelle avec tout le monde sur la plage dans l'île de Sanya, au sud de la Chine, à Hainan. Alors, c'est tous ces moments-là qui restent en mon mémoire voilà, d'une manière le plus profonde possible. Donc, je pense que pour mieux travailler ensemble, il faut qu'on arrive à s'apprécier. Et pour mieux s'apprécier, il faut qu'on commence à s'apprendre. Et c'est lors de ces activités plutôt informelles qu'on arrive à déshabiller un peu nos vêtements professionnels et démontrer notre vrai caractère, savoir-être humain. Et au fin du compte, on trouve que tout ce qu'on cherche, malgré la culture, la différente couleur de peau, ce qu'on cherche, c'est les choses similaires. Donc, le bon moment, le bonheur, c'est une joie universelle. Donc, j'ai pu lister quelques sorties là. Je pense que en tant que spécialiste RH, vous devrez tous très, très familiarisés avec. Donc, c'est les sorties corporate event, des événements récurrents et aussi des événements opportunistes. Essayer d'en profiter des anniversaires ou de entrées ou parties de collègues pour rassembler les gens, pour mieux se connaître et apprendre à s'apprécier. Voilà, donc c'est mes partages. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Très, très beau témoignage. Et finalement, Merci. on voit qu'il rejoint ce que disaient Lucie et Benoît Schindele tout à l'heure, que finalement, il ne faut pas oublier dans les RH le côté humain. On est des fois focalisé sur les chiffres, les résultats, le quotidien, mais plus on accueille l'autre, on lui laisse la chance de faire des erreurs et plus il est à l'aise et il va se donner et donner des résultats. Donc, je trouve vos témoignages, pourtant vraiment sur des pays et des sujets différents, finalement, je trouve qu'ils convergent. Donc, c'est intéressant. Hein. C'était vraiment l'objectif de ce webinaire. Ce n'était pas d'être dans la théorie, mais dans des exemples concrets pour piquer, si j'ose dire, un petit peu des idées. Et donc, au final, si vous avez besoin de recruter sur la Chine, parce qu'actuellement, les frontières Chine ou Asie, les frontières sont fermées, donc les area managers traditionnels ne peuvent plus se déplacer. Pour recruter en Chine, c'est, vous l'aurez compris, extrêmement compliqué si la personne qui fait le recrutement est à distance et n'est pas habituée à la culture chinoise. Parce qu'il va y avoir, à la limite, qui ne vont pas parler le même langage et ça risque d'être compliqué. Donc, témoignage intéressant. Et si vous me permettez une anecdote, tu m'as fait beaucoup sourire, Claudia, tu m'as ramené en arrière. Il y a une quinzaine d'années, j'habitais à Dubaï et je dirigeais une équipe de 12 personnes, de 12 commerciaux qui étaient tous de nationalités différentes. Ça faisait pas longtemps que j'ai habité Dubaï où il y a 200 nationalités différentes. Et comme bonne française,
quand mon ordinateur n'a pas fonctionné, j'ai commencé à m'énerver, à crier dessus. Et là, ils m'ont tous regardé bizarrement en disant, mais elle est complètement débile. En fait, pour beaucoup de personnes, et je le comprends, c'est débile de s'énerver contre une machine. Donc, vous avez, j'ai choqué, je pense, profondément certaines cultures et du coup, ça m'est resté. Voilà, désolée pour cette petite anecdote personnelle. Tu m'as également fait sourire, Claudia, aussi, quand tu as dit les Français aiment donner leur opinion, sont dans le commentaire à essayer de contrer l'autre. Tu n'étais pas là lors de la grande pandémie du Covid en France, la deuxième vague, où on avait 60 millions de spécialistes Covid. C'était assez amusant. J'arrête les anecdotes pour vous laisser la parole si vous avez des questions à poser, notamment à Lucie et Claudia. Ah oui, je vous ai juste mis un lien, pardon, dans le chat pendant que Claudia parlait d'un livre. Sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est un classique, il y a au moins une dizaine de rééditions, donc ça montre quand même la qualité du livre. Donc d'Irene Meyer, qui est une franco-américaine, qui est sociologue, et qui a monté une matrice sur plusieurs années de comparaison de cultures managériales, notamment avec une vingtaine de critères sur la tolérance, sur la place de la parole, sur l'acceptation, sur la hiérarchie, etc. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce livre, je pense qu'il est assez unique là-dedans, c'est qu'il croise en fait non seulement beaucoup de critères et beaucoup de cultures. Si vous avez beaucoup de livres qui comparent les Français aux Anglais, les Chinois aux Allemands, mais là, celui-ci, vous avez vraiment une matrice qui vous permet, parce que maintenant, on a de plus en plus, on est dans des équipes multiculturelles. C'est important de voir comment un Allemand vis-à-vis d'un Italien, d'un Français ou d'un Chinois va se positionner, par exemple, sur l'animation d'un webinaire. Voilà, je vous laisse la parole et notamment… Et nous avons une première question. Une première question d'Annabelle qui nous demande quels ont été les moyens utilisés pour identifier les candidats en Pologne? Quels étaient les moyens de recherche? Et je pense que c'est une question pour Lucie. La réponse, elle va être assez facile. Comme on ne se sentait pas compétent en fait en la matière, on a choisi en fait de passer par un cabinet en fait spécialisé, et donc à savoir Salvéo, qui a une antenne en local et donc des spécialistes en recrutement en local. Alors c'est vrai, bon, le but de ce webinaire n'était pas forcément de parler de Salvéo, mais c'est vrai qu'on a un positionnement qui est unique, c'est-à-dire que nous avons 45 filiales dans le monde et ce sont nos filiales, nos collègues sur place, comme Claudia en Chine et donc en Pologne ou autre, ce sont nos collègues donc, qui parlent la langue locale, qui connaissent les écoles, qui connaissent les bons sites pour publier des annonces, qui sourcent les candidats, qui font les premières interviews et la coordination se fait de notre équipe RH en France. Donc, ce qui permet à nos clients, donc là, en l'occurrence avec Mofré, finalement de parler la même langue, d'être dans la même time zone. Alors, avec la Pologne, c'est pas ennuyeux, mais des fois, on coordonne des recrutements pour le même client avec un recrutement en Chine et un autre au Mexique. Donc, on ne demande pas effectivement aux entreprises de se lever tôt le matin ou se coucher tard le soir. C'est notre job. Et notre job, c'est de surtout coordonner, être sûr que vous aurez les mêmes livrables, les mêmes services dans les différents pays. Donc, voilà comment on a fait pour la Pologne. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y répondrons. Et en effet, comme il est 15 h, nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire qui s'inscrit du coup dans la semaine des ressources humaines internationales que vous pourrez suivre sur notre page jusqu'à demain, la journée officielle mondiale justement des ressources humaines. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre site internet, également celui de Mofré, parce que là, vous serez au courant, effectivement, le site LinkedIn, je pensais, pardon, pour suivre les actualités, les posts, ou si vous avez toute question après cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Lucie, à Benoît, à Claudia, chez qui il est bientôt 21 h. Merci à Valérie pour l'animation. Et puis nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question. Au revoir. Merci, au revoir.